connaît ça individuel. Alors on va le laisser là, il ne le verra pas de toute façon. Juste détacher. Voilà, il y en a pas. Merci. Tu ne vois pas. Je dois mettre les mains comme ça, comme ça. Allez-y. Nous sommes le vendredi 13 septembre 1996. Je mène l'interview de Madame Annie Abelansky, A-B-E-L-A-N-S-K-I. Je m'appelle Jackie Lashkar. Cette interview se situe au Raincy, dans le département de Seine-Saint-Denis, en France, et l'interview se déroule en français. C'est parti. Nous sommes le vendredi 13 septembre 1996. Je m'appelle Jackie Lashkar, L-A-C-H-K-A-R. Je mène une interview de Madame Annie Abelansky, A-B-E-L-A-N-S-K-I. Cette interview se situe au Raincy, dans le département de Seine-Saint-Denis, en France, et l'interview se déroule en français. C'est parti. Madame Annie Abelansky, vous témoignez aujourd'hui, ce vendredi 13 septembre 1996. Votre premier prénom, c'est Annette, mais on vous appelle Annie. Et lorsque vous avez séjourné, on vous appelait séjourné en Israël, vous vous appelez Nitza. Vous êtes la troisième d'une famille de 3 enfants. Voulez-vous présenter vos parents et vos frères et sœurs? Oui, mes parents sont arrivés en France en 1920. Mon père, à la suite d'un pogrom, a été blessé et tout naturellement, ils ont émigré en France. Je pense qu'à l'époque, ils ne voulaient pas rester en France. Ils voulaient continuer sur les États-Unis. Mais ma mère ne voulait arriver en France, ma mère ne voulait plus bouger, elle voulait rester en France. Donc, nous sommes nés en France, ma sœur, mon frère et moi. Quelle est votre date de naissance? Je suis née le 10/2/1932 à Paris 12e, à l'hôpital Rothschild, là où naissaient tous les enfants juifs pratiquement à l'époque. Et vous avez? Et j'ai 64 ans. Votre père s'appelle? Alors, mon père s'appelle Smil. Il est né en 1896 en Pologne, à Szczecin. Ma mère est née Kleichmann, de son nom de jeune fille, s'appelait Sarah, est née en 1898 et est née à Kielce, en Pologne. Ils sont arrivés en France en 1920. Mon frère est né en 1924, le 18 août 1924. Ensuite vint ma sœur, avec laquelle Comment s'appelait votre frère? Mon frère s'appelait Serge et est né le 18 août 1924. Serge Simon. Serge Simon. Ma sœur, avec laquelle je suis restée liée jusqu'à sa mort, il y a 2 ans, et à laquelle je dois d'être sauvée aujourd'hui, parce que c'est elle qui, pendant la guerre, a pris toutes les responsabilités en charge. Vous pensez qu'elle avait 13 ans à l'époque. C'est elle qui s'est occupée d'une petite fille de 10 ans et qui a mené toute notre survie jusqu'à aujourd'hui. Je suis restée très très liée avec elle et je lui dois beaucoup. Elle était une mère, elle était une amie, elle était une sœur, elle était tout pour moi. Votre sœur s'appelait Paulette? Ma sœur s'appelait Paulette, elle est née en 1929. Paulette Zilberberg? Paulette Zilberberg, mariée à M. Jakubowicz, dit Jakubo. Très bien. Alors, vous nous avez parlé de l'arrivée en France de vos parents. Est-ce que vos parents vous ont raconté les premières circonstances de leur arrivée en France? Où se sont-ils installés? Mes parents se sont installés à Montreuil, où il y avait à l'époque une forte communauté juive. Je sais que nous avons résidé rue de la Révolution. C'était une petite maison que j'ai revue depuis, parce que j'ai travaillé à Montreuil durant 40 ans. J'ai souvent revu cette maison. C'était une petite baraque dans une cour. Je pense que nous avons résidé là quelques années. Ensuite, nous sommes passés dans un appartement un peu plus grand, rue Gutenberg. Il y avait 3 pièces. Mon père travaillait dans cet appartement. Et je me souviens que mon père, qui était tailleur pour dames, travaillait jour et nuit. Je me réveillais la nuit souvent, je ne sais pas si c'était la nuit ou le matin ou le soir, mais je me rappelle que mon père travaillait jour et nuit. Nous avions une situation assez aisée, je crois, pour l'époque, parce que nous partions en vacances.
Nous partions tous les étés, nous allions à Berck-Plage ou Paris-Plage, dans cette région-là. Et mon père venait nous rejoindre les samedis, les dimanches, je ne sais plus. Comment s'est déroulée votre petite enfance? Quelle était l'ambiance familiale? C'était une ambiance très heureuse. Mes parents n'étaient pas du tout religieux. Je n'ai pas souvenance de fêtes juives, ni rien du tout. Mais je sais qu'il y avait des chansons juives. Chez nous, il y avait des disques juifs. Alors j'écoutais beaucoup de musique juive. Qui chantait des chansons juives? Ma mère chantait des chansons juives. Mon père aussi, il y avait ce pick-up. Et c'était une enfance très heureuse. J'étais la dernière de cette famille, donc la plus gâtée, la plus insupportable aussi. Ma sœur était très très jolie, et moi j'étais très très ingrate, très laide. Alors on disait, oh la belle petite fille quand on s'adressait à ma sœur. Donc j'étais insupportable comme pouvaient l'être les petites filles de cet âge-là. Je lui tirais les cheveux, j'étais très méchante avec elle. Vous avez dit qu'il y avait une importante communauté juive à Montreuil. Vos parents, vous-même, fréquentiez-vous cette communauté juive? Mon père, je pense que mon père fréquentait. J'avais 10 ans, c'est difficile de se rappeler. Je sais qu'il allait souvent. Il y avait un cercle où ils se réunissaient. Je sais que papa allait jouer aux dames. Il aimait beaucoup le jeu de dames. Mais plus que tout, je crois que nous étions liés avec des cousins de mes parents qui habitaient à Bagnolet, donc quelques rues plus loin. Et nous sommes restés très très liés, et malgré la différence de situation aujourd'hui, nous sommes toujours très très proches et nous avons énormément d'affection les uns pour les autres. Et c'était une période pendant la guerre où il était agréable de se sentir soutenu par d'autres familles juives. Nous étions pendant ces périodes terribles, les uns chez les autres, nous dormions les uns chez les autres, et je crois que c'était assez... On se soutenait, et je crois que c'était agréable de se sentir soutenu. Vos parents fréquentaient des amis juifs du quartier de Montreuil? Je ne me souviens pas, mais il y avait d'autres familles juives dans la maison. C'était une maison à 2 étages, le rez-de-chaussée, le premier et le second. Et la famille du second était une famille juive aussi, avec 5 enfants. Le monsieur était pantalonnier, il faisait des pantalons, et nous jouions les uns chez les autres, et c'était une famille religieuse, et je vous ai dit que nous n'étions pas religieux. On mangeait même du pain à Pâques, et pour les embêter, je montais avec du pain chez ces gens-là, et ils me chassaient à coups de balai. C'était terrible. J'étais une petite fille assez terrible. Alors, quelle école fréquentiez-vous dans votre prime enfance? Oui. Excusez-moi, mais je... Ça doit être l'émotion. Vous vous souvenez des écoles oui, que vous avez fréquentées? Je me souviens de l'école. C'était l'école Parmentier, c'était l'école de filles et l'école de garçons. À l'époque, les écoles n'étaient pas mixtes. Je n'ai pas un souvenir terrible de ma scolarité. Je crois que je n'étais pas très très douée. Mais je me souviens très bien de cette école et de l'école de mon frère qui était juste derrière la nôtre. C'était un groupe de bâtiments et son école était rue Jules Ferry, la nôtre rue Parmentier. Est-ce que vous avez eu à souffrir dans votre petite enfance de manifestations d'antisémitisme? Non, je n'ai pas eu à souffrir de manifestations d'antisémitisme, mais maman qui venait nous chercher à l'école parlait que le yiddish, et comme beaucoup de gosses, je voulais qu'elle soit comme les autres mamans. Alors elle s'adressait à moi en yiddish, j'avais honte qu'elle parle le yiddish et je ne voulais pas lui répondre, je faisais comme si je ne la connaissais pas, et j'ai gardé un souvenir aujourd'hui très cuisant de cette époque. J'ai dit, mon Dieu, comment je pouvais avoir honte de cette époque-là. Je voulais que ma mère soit comme toutes les autres mères, parle le français. Mais maman parlait le yiddish. Mais je ne me souviens pas de manifestations antisémites dans le quartier. Il y avait beaucoup de juifs dans le quartier et les gens de la... À quoi attribuez-vous cette honte du langage maternel de votre maman? Parce que comme tous les enfants, on veut que sa maman soit comme toutes les autres mamans, qu'elle parle la langue qui est du pays, la langue qui est commune à tout le pays. Alors je pense que c'est ça. Vous parlez en yiddish à la maison? Mes parents ne parlaient que le yiddish et le polonais certainement, et j'ai appris le yiddish, mais je ne voulais absolument pas le parler.
Et après la guerre, comme nous avons retrouvé des oncles qui ne parlaient eux que le yiddish, j'ai donc été bien contente de connaître cette langue. Et aujourd'hui, j'aimerais bien la réapprendre. Et avec mon mari, d'ailleurs, nous parlons souvent le yiddish. Les conversations sont très limitées, évidemment, mais c'est une langue que j'aime beaucoup. C'est une langue très imagée, très jolie. Et votre frère et votre sœur parlaient également le yiddish Non, avec vos nous ne parents? parlions que le français. Je pense que mon frère aussi ne parlait que le français. Et je pense qu'il parlait mieux le yiddish que moi, évidemment, parce que mes parents ne parlaient que le yiddish et ils savaient parler le yiddish. Mais ma sœur et moi, nous ne voulions pas parler le yiddish, comme beaucoup d'enfants à cette époque. Comme beaucoup de mes amis m'ont raconté la même chose, elles avaient honte de leur mère ou de leur père qui parlait une autre langue que celle des autres. Vos parents ont-ils demandé leur naturalisation Oui. après leur arrivée? Oui, mes en parents ont France? fait une demande de naturalisation juste avant la guerre, qui a été refusée d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été considérés comme français. À quelle époque l'avaient-ils formulé? Je pense que la demande de naturalisation, nous avons été naturalisés, mon frère et ma sœur et moi, en 1937. Et je pense que mes parents ont fait une demande de naturalisation un peu avant, dans les années 30. Et à l'époque, c'était assez difficile d'obtenir la nationalité française. Et ils ne l'ont pas obtenue à cette époque et on leur avait dit de redemander la nationalité française un peu plus tard. Ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait, je pense, mais la guerre est arrivée juste à cette période-là et ils n'ont pas eu suite de cette demande. Alors vous avez fréquenté des petites, des écoles du côté de Montreuil. Finalement, vous avez eu une enfance tout à fait heureuse. Oui, j'ai eu une enfance très heureuse jusqu'à la guerre. Je pense mes parents étaient de bons parents. Nous allions au cinéma. Je me rappelle d'un film où nous avions été voir avec ma mère. Elle riait aux éclats. C'était une enfance heureuse, sans problème particulier. Vos amis, vous aviez des amis juifs et non juifs? J'avais des amis juifs et non juifs, évidemment, mais il y avait surtout cette famille qui habitait au-dessus de chez nous et avec lesquels nous voyons toujours aujourd'hui. Et je pense que c'était nos amis à l'époque, plus que d'autres petites filles du quartier. Enfin, nous jouions dans la rue à l'époque, il n'y avait pas de circulation. La rue Gambert était une rue très très calme. On jouait au milieu de la rue avec des cerceaux, vous savez. C'était le grand jeu à l'époque. Est-ce que votre frère ou votre sœur ont eu, eux, à subir des mouvements antisémites, des mouvements d'humeur, des manifestations antisémites dans leur jeune âge? Pas que je sache, non, j'étais un peu trop jeune à l'époque, mais je sais que, comme beaucoup d'enfants, ils refusaient un peu cette nationalité juive, enfin ce judaïsme, et je me souviens que pendant la guerre, alors que nous devions porter l'étoile jaune, ma sœur ne voulait absolument pas porter l'étoile jaune, et papa, qui ne levait jamais la main sur nous, lui a donné une gifle parce qu'elle ne voulait pas porter cette étoile jaune, donc elle avait un peu de refus de ce judaïsme, tout le monde avait peur à l'époque. Et lorsque les Allemands sont rentrés à Montreuil, on m'avait dit, tu vas aller voir, ils sont rentrés rue de Paris, on m'avait dit, tu vas voir, ils distribuent des bonbons à tous les enfants. Je n'avais pas été les voir, mais j'avais raconté à mon père que j'avais été les voir et qu'il m'avait donné des bonbons. De nouveau, j'ai reçu une gifle alors que papa ne nous battait jamais. Mais je ne me souviens pas d'avoir eu des manifestations antisémites parmi nous. Quel était votre rapport au judaïsme avant, juste au moment de la guerre? Aucun, je dois dire aucun. Mes parents n'étaient même pas traditionnalistes, ma mère n'allumait pas les bougies le samedi, nous mangions du pain à Pâques et je pense qu'il n'y avait absolument aucun signe de judéicité dans notre famille. Alors quand la guerre a éclaté, quand le 1er septembre, la guerre est intervenue entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., quelles ont été les réactions de vos parents? De mes parents, je sais que on en parlait énormément et moi je voyais ça, on parlait de la bête allemande, de trucs. Alors comme une gamine, je me représentais un aigle qui survolait nos têtes, quelque chose, une bête horrible. Mais à 10 ans, je pense qu'on n'arrive pas à réaliser ce que c'est qu'une guerre. Et le jour où la guerre a éclaté, j'étais toujours en train de jouer dans la rue Gutenberg. Toutes les radios se sont mis à hurler à cette époque-là. Et
j'ai eu des frissons, j'ai eu un peu peur et j'ai vite couru à la maison et j'ai vu mes parents atterrés et ne parlant que de ça. Mais à 10 ans, je crois qu'on ne réalise pas tout à fait la Les premières situation. mesures anti-juives du gouvernement du régime de Vichy en octobre 1940 ont dû surprendre vos parents qui avaient manifesté leur souhait de devenir français. Comment ont-ils réagi aux premières mesures anti-juives du régime de Vichy? Je pense qu'ils étaient un peu surpris, comme tous les juifs à l'époque. Ils ne voulaient pas croire que la France pouvait être le tombe pour eux. Mon père avait beaucoup apprécié la France, ma mère avait aimé la France, et je crois que ces mesures ont dû les atterrer tous les deux. Quel âge avait votre père en 1939-1940? Mon père est né en 1800, il avait 42 ans. Mon père est né à 44 ans, est mort à 44 ans, et ma mère à 42 ans. Voilà, ils avaient 44 et 42 ans à la déclaration de la guerre. Alors quand la France a été occupée, quelle était la situation de la famille à partir d'octobre 1940, fin 1940? Nous avons vécu, je pense, comme tout le monde, nous avons fui au moment de l'entrée des troupes allemandes en France. Nous avons pris un train pour Pithiviers, nous nous sommes réfugiés dans la gare, je ne sais plus, nous sommes d'abord descendus à Orléans, nous avons dormi dans la gare, ensuite nous nous sommes réfugiés quelque temps du côté de Pithiviers. Quel mois était-ce? Juin, juillet 1940? Je pense qu'il faisait encore assez chaud à l'époque, c'était juin, juillet, je pense. Nous sommes restés quelque temps dans une maison de campagne. C'était pas une maison de campagne, c'était une ferme. Et puis nous sommes rentrés dans Paris, nous sommes revenus à Paris, comme il ne se passait rien. Nos parents ont dit, bon, allons, retournons à Paris, on verra bien. Ils étaient confiants en l'avenir? Je pense qu'ils étaient confiants en l'avenir, comme il n'y avait pas eu de mesures anti-juives à l'époque, il n'y avait pas d'arrestation. Je pense que les arrestations ont commencé bien après. Nous sommes rentrés naturellement à Paris et papa a continué à travailler. Le premier recensement des Juifs, comment cela s'est-il passé? Je ne sais pas du côté de mes parents, mais je sais du côté de ma cousine qui m'a raconté après que son père, ma cousine qui habitait... Non, ma cousine, j'avais une autre cousine, une autre tante qui habitait aussi à Montreuil et qui aussi est arrivée, en arrivant en France, à séjourner chez mon père. Donc mon père les protégeait un petit peu. Et ma cousine m'a raconté, il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, que lorsqu'on a demandé que les Juifs se rendent dans les commissariats de police, son père est parti tout naturellement au commissariat de police, il ne savait pas du tout ce qu'il attendait, et on l'a gardé, comme les autres Juifs, on l'a gardé, on l'a interné, et elle dit, ma mère a tout de suite dit, téléphone à Schmil, téléphone à mon père, lui il va s'occuper de tout. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que mon oncle a été prisonnier tout de suite. Je pense qu'il n'était pas français. Et la vie a continué quand même un peu, quelques mois, parce que mon père n'était pas inquiété. Il s'est occupé de sa sœur, des enfants. Il s'est fait enregistrer comme juif au commissariat de Montreuil? Je ne pense pas. Je ne me souviens pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait fait. Je peux voir un petit peu? Oui. Votre père avait ressenti un certain danger à ce moment-là? Merci. Dans la mesure où il ne s'est pas inscrit, c'était déjà un premier refus, une première inquiétude. Je pense qu'il avait des relations qui ont dû certainement le prévenir, parce que nous n'avons pas été arrêtés pendant la rafle de juillet 1942. Je pense que des clients à mon père, qui étaient très appréciés, l'ont prévenu de cette rafle. Donc il n'a pas été comme les autres au commissariat, il a attendu, il s'est dit on va toujours voir ce qui va se passer. Jusqu'en juillet 1942, votre père, votre mère, votre soeur, votre frère et vous-même êtes restés à Montreuil. C'est ça, oui. Jusqu'en juillet 1942, nous restons à Montreuil. Mais sans être inquiétés sans être inquiétés. Au moment de la rafle, nous nous cachons donc chez nos cousins très proches. À quel endroit? Ces cousins habitaient à Bagnolet, un petit peu plus loin, c'était 2-3 rues plus loin. Je vous ai dit que c'était formidable de sentir cette chaleur humaine, de sentir ces cousins qui étaient dans les mêmes cas que nous. Nous nous cachons quelques jours chez eux, eux viennent quelques jours chez nous, il ne se passe rien.
Nous allons chez des voisins, nous sommes hébergés chez des voisins, nous nous cachons aussi quelques jours. Et puis, une information circule, les enfants français ne peuvent pas être inquiétés parce qu'ils sont français, il y a juste les étrangers qui peuvent être inquiétés. Quand vous avez été naturalisé en 1937, vous avez reçu en quelque sorte une identité française. Vous avez été naturalisé à ce moment-là avec votre frère, votre sœur. Oui, nous avons été naturalisés, donc mon père... Vous étiez enregistré comme français. Nous étions enregistrés comme français, mon père s'est dit pas de problème, les enfants sont français, on va les laisser là, on a dit qu'on ne touchait pas aux enfants français. Et mon père et ma mère nous laissent avec à la charge de mon frère, qui a 18 ans. Mon frère avait 18 ans, c'était un garçon sans problème, très obéissant, très gentil. Et on lui dit, voilà, tu as 2 petites sœurs à charge, on va essayer de passer en zone libre. Lorsque nous serons en zone libre, on vous fera venir. Jusque-là, voilà, tu as un petit peu d'argent, tu t'occupes de tes petites sœurs, et on verra. Et nos parents, donc, essayent de passer en zone libre. Je ne sais pas, je vous ai parlé du film de Claude Lelouch l'autre jour, Les Misérables. Et jusque maintenant, je ne m'étais pas du tout imaginé comment les choses avaient pu se passer. Les passeurs prenaient de l'argent aux Juifs, et d'un autre côté, ils prenaient de l'argent aux Allemands, ils les dénonçaient aux Allemands. Donc ils passaient la frontière confiants avec un passeur français, et de l'autre côté, les Allemands les attendaient. C'est ce qui s'est passé. Ils ont été vendus par leurs passeurs. Ils ont été vendus par leurs passeurs. Nous connaissons toutes ces choses-là parce qu'une personne, un jeune, s'est échappé et est venu nous raconter tout ça chez nous. Et là, mon frère a appris, nos parents sont arrêtés. C'était à quel moment et à quel endroit? Je ne sais pas où ils ont essayé de passer la ligne de démarcation, mais c'était juillet, septembre, je pense que c'était en septembre. Parce que 1942. 1942. Donc nous restons avec notre frère, c'est ma sœur qui a 13 ans qui s'occupe de la maison. Elle fait le ménage, elle fait à manger. Vous êtes toujours à Montreuil? Nous sommes toujours à Montreuil, nous ne bougeons pas de Montreuil. Ma sœur est là, elle fait à manger, elle s'occupe de la maison. Mon frère, je ne sais pas ce qu'il faisait, je pense qu'il avait un petit travail, il devait travailler. Vous vous souvenez de quel type de travaux il effectuait? Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais j'ai appris par la suite qu'il faisait un peu de résistance. Donc il allait, il distribuait des tracts. Et moi je me sentais bien, j'avais 10 ans, je me sentais avec mon frère que j'aimais beaucoup, ma sœur qui était là, qui remplaçait ma mère. Et à 10 ans, je crois qu'on plane, on ne sait pas du tout ce qui vous arrive. C'est sûr que mes parents, l'affection de mes parents me manquait énormément, mais j'avais mon frère que j'aimais énormément et ma sœur qui était là comme une mère. Donc nous restons là quelque temps. Et un jour, vous n'avez pas de nouvelles de vos parents? Nous n'avions pas de nouvelles de nos parents, hormis le fait que nous avons appris qu'ils avaient été dénoncés par le passeur et pris par les Allemands et emmenés à Drancy. Je peux voir. Merci. Quand avez-vous appris qu'ils avaient été amenés à diriger sur Drancy? Les choses se sont connues, quelque temps après. Mais moi, comme j'avais 10 ans, je pense qu'on ne me disait rien. C'est par la suite, par recoupement, que j'ai appris ces choses-là. Donc mes parents sont arrêtés en 1942, en septembre environ, et nous restons avec mon frère et ma sœur. Septembre se passe, je pense qu'octobre aussi se passe, et mon frère qui faisait de la résistance, je vous l'ai dit, je ne sais pas quel genre de résistance, il distribuait des tracts anti-nazis, il voulait lutter contre le nazisme, il avait 18 ans, imaginez-vous, ses parents venaient d'être arrêtés. Et une nuit, j'ai toujours le souvenir, c'est terrible, je revois toujours cette période. Ma sœur était allée dormir chez une de ses amies, et j'ai fait un rêve de prémonition horrible, je ne sais pas, j'avais des aigles qui volaient au-dessus de la tête. C'était terrible, ce rêve était terrible. Et en plein milieu de la nuit, je pense que c'était au petit matin qu'on arrêtait les gens, on frappe à la porte, je me réveille parce que je savais, j'ai tout de suite su qu'on venait arrêter mon frère. Et 2 messieurs se présentent.
avec un chapeau, l'imperméable, 2 policiers français. Et mon frère n'a pas eu de doute, il savait tout de suite que c'était pour lui. Moi, je savais aussi qu'on venait arrêter mon frère. Ils me disent, embrasse ton frère, tu ne le reverras plus. Je me saute dans les bras de mon frère, je pleure, on nous sépare, il s'en va. Ma sœur n'était pas là, j'étais toute seule à la maison. Je reste jusqu'au petit matin, et le petit matin, je vais chercher ma sœur chez une de ses amies, chez laquelle elle dormait, je l'informe de la situation. Et ma sœur revient à la maison, et nous décidons de rester à la maison toutes les deux. Nous n'avions pas de solution, nous avions une tante à Paris qui avait ses problèmes, qui avait une enfant, et ma sœur dit, moi je prends tout en main, elle ne le dit pas comme ça, mais elle le fait, elle prend tout en main, elle s'occupe de la maison, elle m'envoie à l'école, parce que c'était la rentrée des classes. Moi je vais à l'école, elle ne va pas à l'école. Je ne sais pas ce qu'on mangeait, on en a parlé souvent. Depuis, je ne sais pas ce qu'on mangeait. Je sais qu'on n'avait pas de pain, alors ça, elle ne voulait pas le faire. Elle me disait, va chercher du pain. Alors moi, j'allais mendier le pain. Je revenais avec du pain. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu faisais à manger? Alors elle me dit, mais je ne sais pas, je prenais de la farine, je mettais de l'eau dedans, je faisais des galettes. Et c'est ce que nous mangions à l'époque, mais je n'ai pas souvenir d'avoir mangé autre chose. Donc j'allais à l'époque régulièrement. J'étais certainement très perturbée, je ne sais pas ce que j'apprenais. On me renvoyait de l'école parce que j'étais pleine de poux tout le temps. Alors ma sœur m'épouillait, m'enlevait les poux, me renvoyait à l'école. Vous continuiez à aller à l'école normalement? Je continuais à aller à l'école normalement et la vie continuait normalement. J'avais la maison, je revenais. Ma sœur était là, elle était comme une mère. Jusqu'au jour, je pense que nous sommes restés comme ça. Après l'arrestation de mon frère. Ça s'est déroulé quel jour, quel mois? L'arrestation de mon frère, oui, je pense qu'il s'est fait arrêter fin septembre, début octobre. Nous sommes restés 42. Nous sommes restés avec ma sœur encore, octobre, novembre, décembre, je pense dans les premiers jours de décembre, parce qu'il faisait très froid. Et à l'époque, on faisait sortir des juifs de Drancy. Je ne sais pas si vous savez, ce n'est pas une période glorieuse, mais des hommes vils, il y en a dans toutes les races, partout. Et on faisait sortir des gens de Drancy pour arrêter d'autres juifs. Et donc, un couple arrive chez ma sœur, moi j'étais à l'école, et ma sœur était toute seule à la maison, et ils lui disent, on vient t'arrêter. Alors elle commence à pleurer, non, j'ai ma petite sœur, elle est à l'école, bon, elle pleure, elle hurle, et malgré tout, ces gens ont pitié d'elle, et la laissent, lui disent, ne reste pas là, attends ta petite sœur, va chercher ta petite sœur à l'école, et partez, surtout ne restez pas là, on dira qu'on n'a trouvé personne. Donc je reviens de l'école, ma sœur est en pleurs, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, voilà, on est venu m'arrêter, il faut que nous partions. Je dis, mais où on va? Elle dit, bon, on va aller chez notre tante, nous avons toujours cette tante à Paris, qui habitait rue du Temple, et nous partons toutes les deux chez notre tante à Paris. Notre tante, à l'époque, contacte une personne, parce qu'à l'époque, il y avait quand même des assistantes sociales, une certaine filière qui s'occupait des enfants. Et ma tante contacte une personne et on lui dit, bon, elle explique la situation, on lui dit, bon, vous prenez les petites filles, vous les amenez au métro Vavin, je ne sais pas, ma tante elle dit toujours le métro Vavin, faudrait que je regarde où il est ce métro, vous laissez les petites filles devant le métro, vous ne vous retournez pas, vous ne regardez pas la personne qui va prendre ces petites filles. Nous allons changer de cassette.